il était évident dès le 7 octobre que les principales victimes du 7 octobre allaient être les Palestiniens. Il était évident que Gaza allait être rasée, il était évident que ça allait allumer un feu dans toute la région. J'ai l'impression que de ce côté de la Méditerranée, les gens ne comprennent pas que Gaza va être un tournant, et va être un tournant y compris et peut-être même plus encore pour vous. C'est beaucoup plus facile de comprendre le monde aujourd'hui depuis Beyrouth que depuis Paris. Le phénomène Trump, par exemple, au Liban, il est très compréhensible. Pourquoi? Parce qu'on en a des dizaines des Trump, et on en a depuis des années des dizaines des Trump. Anthony Samrani est un journaliste franco-libanais. Il est né au Liban à la fin de la guerre civile, il a grandi en France, puis il a fait un choix audacieux, retourner vivre et travailler dans le pays dont sa famille avait fui la guerre. Aujourd'hui, il est co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour, un journal francophone centenaire, réalisé au cœur de Beyrouth, l'un des derniers espaces de débat libre dans une région secouée par les conflits, les fractures identitaires et les ingérences extérieures. Anthony observe ainsi le monde depuis un poste singulier, le Liban. Un pays qui encaisse les crises sans jamais vraiment disparaître. Un pays qui agit comme un miroir déformant de ce qui traverse nos sociétés, la guerre, la peur, l'identité, la mémoire, la tentation de la force. Dans cette conversation sur cette chaîne YouTube dédiée aux enjeux géopolitiques, nous allons parler de cette utopie fragile qu'est le Liban, du Proche-Orient après Gaza, de la défaite morale de l'Occident et de cette question centrale, comment continuer à croire, à penser, à écrire quand l'histoire semble se répéter sans fin. Salut Anthony. Salut Pierre. Merci d'être avec nous pour cette première émission au tournage de cette nouvelle chaîne YouTube. Tu essuies les plâtres, tu inaugures quelque chose de nouveau qui va être une conversation entre nous. Est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter en quelques mots pour qu'on sache un peu qui tu es, et puis j'en dirai plus après. D'abord, je suis très flatté, merci beaucoup, et je vais faire de mon mieux. Je m'appelle Anthony Samrani, je suis un Libano-Français de culture franco-libanaise. Je suis né au Liban en 1990, c'était la fin de la guerre libanaise, et je pense que mon histoire, c'est celle de beaucoup de Libanais et même de beaucoup de gens dans le monde qui ont connu la guerre, c'est-à-dire une famille qui décide d'émigrer, d'aller ailleurs pour fuir la guerre et de recommencer sa vie. Moi, ça a été en France, j'ai grandi très largement en France. Puis j'ai décidé, là aussi comme beaucoup de gens, de revenir dans mon pays d'origine afin de mieux le comprendre, de mieux le connaître. Il y a de ça 10 ans, 12 ans, et j'ai intégré un magnifique journal. Je suis tombé amoureux de ce journal, je pense qu'on en parlera largement, L'Orient le Jour, et j'ai la chance aujourd'hui d'en être le co-rédacteur en chef. Alors, je vais raconter quand même comment on s'est connus, parce que c'est assez drôle. C'était à Vichy, il y a quelques années, et il se trouve que Vichy, c'est la ville d'Albert Londres. Peu de gens savent ça, mais Albert Londres, le père du reportage en France, est né à Vichy. Il y a même sa maison de famille qui est devenue un musée. Et il y a chaque année des rencontres Albert Londres. Et là, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit mon fils et ma belle-fille sont journalistes, ils seront là demain, je vais vous les présenter. Et le fils, c'était toi, et donc c'est ton père qui vit toujours à Vichy, où tu as grandi. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus le lendemain, ainsi que ta femme, Caroline Hayek, qui est elle aussi journaliste à L'Orient le Jour. Et, euh, et en fait, on s'est vu et on s'est rencontrés plusieurs fois depuis cette époque. Et je me suis dit que c'était intéressant parce que euh, tu coches plusieurs cases intéressantes qui sont effectivement, comme tu l'as dit, celles de gens qui ont fui la guerre, qui ont grandi ailleurs, qui reviennent dans leur pays, celle de ce grand journal qui est L'Orient le Jour, qui vient de fêter ses 100 ans, et puis cette région, le Liban, le Proche-Orient, qui est, hélas pour lui, dans l'actualité régulièrement. Et donc, je voudrais qu'on parle un peu de tout ça, peut-être en élargissant la focale et partir peut-être de ton parcours. Et pourquoi tu es décidé de retourner au Liban? C'est quoi cette pulsion qui fait que voilà, tu as grandi comme un petit Français à Vichy, et tout d'un coup, tu te dis, je vais retourner dans le pays de mes origines. C'est quoi le déclic, le moteur? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose à laquelle beaucoup de gens ont été confrontés, je pense peut-être de ma génération, je ne sais pas si dans la tienne, c'était la même chose, c'est une quête de sens.
Je pense qu'à un moment, on a senti, en particulier en grandissant dans des pays occidentaux, que le sens avait un peu disparu, qu'on était dans une logique de production économique, d'accumulation des richesses, sans vraiment comprendre, qu'est qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Mmh. Mon départ à Beyrouth, ça a été ça, une quête de sens, d'identité, heu et et il y a beaucoup de choses que j'ai très vite assimilées en arrivant au Liban, des choses qui me paraissaient pas avant, naturelles. C'est-à-dire que la paix, la paix, c'est quelque chose qui est pas acquise. Mmh. C'est quelque chose qu'on doit défendre et on n'est pas habitué à ça, je trouve, quand on est en France. Les libertés, la question des libertés individuelles aussi, c'est quelque chose pour lesquelles, on doit se battre ou on doit être, capable de se défendre. Le côté aussi qui m'a énormément plu au Liban et en particulier à L'Orient le Jour et je crois que c'est ce qui fait aussi qu'entre nous ça a tout de suite matché. On a, je pense, bah, c'est lié à notre métier, c'est lié à notre curiosité, mais c'est lié aussi beaucoup à notre rapport au monde et au fait que, heu, on a une vision très hybride et le Liban, c'est vraiment ça. Moi, je dis très souvent, le Liban, c'est 2 choses, c'est la liberté, parce que c'est le seul espace aujourd'hui, au Moyen-Orient où il y a autant de liberté, où malgré des limites, hein, on en reparlera peut-être, mais une liberté de presse, une liberté de penser, une liberté, d'inventer quelque part un autre monde, qui, pour l'instant, ne s'est pas avéré, positif. Mais c'est aussi l'hybridité. L'hybridité, ça ne veut pas dire, on vit ensemble, on est tous pareils, un peu en mode bisounours et cetera. Non, ça veut dire que les identités, elles sont là, il faut les accepter, mais les identités, elles sont pas monochromes. Les identités, elles sont plurielles et je pense que toi aussi tu as cette chose-là et hem et je crois que ça aussi, c'est quelque chose que j'allais chercher, au moment de prendre ma décision, d'aller au Liban et c'est quelque chose qui fait que j'y suis encore, Mmh. une quinzaine d'années, plus tard. Alors c'est le Liban ou c'est L'Orient le Jour qui t'a accroché et qui a fait que tu restais? Alors dans mon esprit, c'est très difficile de détacher les 2. Ah oui. Mon Elie Fayad, qui co-dirige le journal avec moi, dit souvent cette phrase qui me touche beaucoup, c'est, «L'Orient, c'est ce que le Liban aurait dû être» et c'est ça, c'est oui, l'Orient, pourquoi j'en suis tombé amoureux? Parce que je suis arrivé dans un journal où, qui avait plein de défauts et qui en a encore, probablement plein, mais où tout était possible. Où on avait cette liberté totale, où on pouvait discuter et je le vois aujourd'hui, encore et en particulier, sur la question, du 7 octobre, sur la question de tout ce qui se passe dans la région. Il y a une, possibilité de discuter à l'intérieur, de la rédaction de L'Orient le Jour que je retrouve pas. Quand je suis à Paris, c'est beaucoup plus difficile quand je suis ailleurs, au Liban. Donc oui, L'Orient, c'est une aventure exceptionnelle, c'est un coup de foudre, c'est une histoire d'amour, vraiment pour moi et ça m'a attaché au Liban. Mais au-delà de ça, c'est le Liban et non pas en tant que juste, c'est mon pays, c'est la montagne, c'est la mer, c'est la nourriture, c'est magnifique, OK, on est content de vivre au Liban, mais en même temps, c'est très éprouvant. Non, c'est moi, je suis très, très attaché à l'idée libanaise. Pour moi, le Liban, c'est une idée avant d'être un pays et cette idée, pour l'instant, ça a été un échec, mais je suis convaincu que cette idée, elle est essentielle et encore plus aujourd'hui dans le monde qu'on vit et que si le Liban vit ça, le Liban est un miroir grossissant de ce qui se passe dans le monde. Vraiment ça Mmh. c'est une utopie le Liban et il y a 2 utopies, auxquelles j'étais très attaché, ces dernières années et les 2 utopies, sont aujourd'hui en train d'échouer à peu près pour les mêmes raisons. C'est l'Europe et c'est le Liban. Mmh. Oui, tu es d'un optimisme, à toute épreuve. Parlons d'abord du journal parce que, je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'utopique dans la transformation, de L'Orient le Jour. Il y a quelques mois, quand je suis passé à Beyrouth, tu m'avais proposé de venir me prendre la parole devant la rédaction, de L'Orient et il y avait que des jeunes, dans la salle et je leur ai dit une chose, je vais peut-être aller un peu loin. J'ai dit: «Voilà, il y a encore 10 ans ou 15 ans, je lisais L'Orient le Jour quand j'avais vraiment besoin de chercher une info, sur le Liban
mais que globalement, je trouvais que ce journal était un peu trop le bulletin paroissial des factions chrétiennes du Liban. C'est-à-dire qu'il était incompréhensible pour quelqu'un qui n'avait pas la culture des factions politiques, en plus avec des références, toutes les factions portaient une date, le 4 avril, le 28 mars, le 22 novembre. Ben, c'était incompréhensible. Et je disais que aujourd'hui, je trouve que ce journal est devenu un vrai journal à part entière, qu'on lit par intérêt et par plaisir, comme on lit d'autres journaux dans le monde qui sont bien faits, complets, bien écrits, et qui apportent vraiment quelque chose quand on les lit. Et à la fin de cette conversation, donc tous les jeunes étaient contents parce qu'ils participaient de ça. Et puis il y avait quelqu'un qui était un peu moins jeune qui est venu me voir et qui m'a dit merci pour le bulletin paroissial, c'était moi. C'était assez drôle, mais ce choc générationnel, comment il s'est fait à l'intérieur du journal? Parce qu'il y a eu une transformation quand même radicale de ce journal au cours des dernières années. On a eu de la chance en raison de plusieurs facteurs. D'abord, internet, ça nous a permis, d'aller toucher une audience, libanaise francophone un peu partout dans le monde, maintenant anglophone aussi parce qu'on a un site, on a une version de L'Orient le Jour, en anglais. Alors que la francophonie se réduisait comme peau de chagrin au Liban, donc nécessairement notre espace allait se réduire. On a deuxièmement des actionnaires qui dépendent pas directement du monde de la presse, qui voient pas le journal comme un instrument au service de leur politique ou au service de leur intérêt, qui nous laissent une totale liberté, qui sont prêts même à perdre de l'argent aujourd'hui pour que ce journal existe. Et ça, je crois que c'est une chance et pas seulement au Liban. Et il y a un troisième facteur, c'est qu'il y a plein de jeunes, un peu comme mon histoire, qui se sont dit: «J'ai envie d'aller au Liban, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de mieux comprendre le Liban, j'ai envie de mieux comprendre le Moyen-Orient» et qui sont venus, tout d'un coup. Alors oui, ça a provoqué parfois des crispations, entre les générations parce que, c'était un journal qui était fait essentiellement par des gens qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ont connu la guerre, Mmh. et l'actualité libanaise a quelque chose de très répétitif et de désespérant. C'est-à-dire que si on ouvre aujourd'hui un L'Orient le jour des années 70-80, on change deux, trois mots, ça pourrait très bien raconter Ouais. ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je ne veux pas les blâmer, je comprends aussi pourquoi au bout d'un moment il y a... euh, et, et il y a aussi une spécificité, il y a aussi une spécificité libanaise qui est que pour vraiment comprendre le Liban, on doit rentrer dans le micro. C'est-à-dire que sinon on reste dans la caricature, le pays, il y a 18 communautés, ils s'entendent pas entre eux, il y a la plage, il y a la montagne, et cetera. Mais on reste dans un discours un peu, mythifiant qui dit pas grand-chose finalement. Donc pour vraiment comprendre les dynamiques politiques au Liban, Mmh. il faut rentrer dans le micro et dès qu'on rentre dans le micro, plus personne ne comprend plus rien. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de savoir comment on raconte effectivement le Liban sans être caricaturaux et en même temps faire en sorte qu'un public qui est de plus en Mmh. plus distant par rapport à ce pays, parvienne à le comprendre. Ah oui. Et alors, vous venez d'annoncer, à l'occasion des 100 ans, une nouvelle directrice générale du journal qui est connue ici aussi, qui est Rima Abdul-Malak, qui a été ministre de la Culture en France et qui est franco-libanaise elle aussi et qui a donc pris la tête de l'entreprise L'Orient le Jour. Qu'est-ce que vous en attendez de cette venue d'une personnalité qui n'est pas issu du sérail ni libanais, ni de la presse. Je vais pas faire mon Fayot, mais moi je suis vraiment très, très heureux qu'elle soit là. Je trouve déjà qu'il y avait un mariage presque, je vais pas dire presque parfait, mais entre guillemets, il est naturel. Voilà, le Ouais. mariage entre Lorient et Rima, il est naturel. Ce à quoi ressemble Lorient aujourd'hui et à quoi aimerait encore plus ressembler, Lorient, correspond tout à fait, Ouais. à l'état d'esprit, de Rima. On veut être un journal, avec, une dimension beaucoup plus régionale, et voire même beaucoup plus internationale. Enfin, dans le sens, on veut être, un leader sur la couverture de la région, sur la compréhension de la région et non pas que du Liban et on veut être, Le perçu Washington comme tel. Post du Moyen-Orient. Oui, ou le New York Times même du Moyen-Orient alors ça demande, des gros moyens, mais Rima, l'arrivée de Rima correspond à cette ambition de passer un cap. C'est-à-dire qu'on était un peu, comme tu le disais, un journal,
comparable à ce que peut être la QPR en France, donc une presse locale qui va raconter la vie des gens. Et on est encore ça, hein, et il ne faut pas cracher là-dessus parce que c'est grâce à ça aussi qu'on vit. On est devenu un journal libanais, à mon sens, le meilleur journal du Liban et de loin. Et l'objectif à terme, ce serait d'être un grand média régional qui raconte, parfaite transition peut-être, une région pardon, en pleine transformation. Ouais. Avec cette spécificité que vous êtes à la base francophone, Oui. maintenant anglophone, mais pas arabophone. Alors, c'est une question qu'on se pose très souvent. On aimerait beaucoup lancer l'arabe, au moins parce qu'il manque d'espace aujourd'hui en arabe qui soit totalement libre, pluriel et dans lesquels le débat peut être fait. Et je pense que c'est à la fois notre rôle d'offrir cet espace et en même temps de permettre à des gens qui ne lisent pas l'arabe de savoir qui sont les grands penseurs, qui sont les intellectuels, qui sont les jeunes aujourd'hui qui font et défont la région. La particularité par contre de l'arabe, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique. C'est que le modèle de l'abonnement marche très peu en arabe, que je ne vois pas aujourd'hui, hein, je n'ai pas de modèle en tête qui fonctionne Ah oui. comme ça. La plupart sont soutenus, il commence à y avoir, enfin il recommence, parce qu'il y en avait par le passé, à y avoir des bons médias en arabe, notamment des médias du Golfe, Ouais. mais c'est des médias qui ont des limites d'un point de vue éditoriaux, parce qu'ils sont directement liés à un État ou à un prince ou à des Ouais. intérêts privés. Et peut-être que si vous abandonnez, enfin, le français vous laisse une sorte de marge de manœuvre plus grande en termes de liberté de ton et d'expression, parce que parfois on est surpris par la vivacité de ce que vous pouvez écrire, y compris sur le Hezbollah, qui est quand même pas le plus grand ami de la liberté de la presse, dans le cadre du Liban. Est-ce que vous auriez la même liberté en arabe? Au Liban, je pense que oui, parce que si je compare à ce qui se fait en arabe, d'autres vont beaucoup plus loin que nous, beaucoup plus loin dans le sens, ils ont un discours de guerre, ils ont un Ouais. discours très offensif, alors que nous, Oui. on assume d'être un journal opposé au Hezbollah, mais on n'est pas dans une logique d'annihilation du Hezbollah, bien au contraire, on est plus dans une logique de compréhension. Euh, à l'échelle de la région, effectivement, on est, je pense, l'un des rares médias dans le monde arabe qui aujourd'hui peut se permettre de critiquer Mohammed Ben Salman quand il y a l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi, Je dis, ouais. et de critiquer l'Iran à tout moment et de critiquer Israël, etc., etc. Et ça, cette liberté-là à l'échelle de la région, en particulier vis-à-vis du prince héritier saoudien, elle serait beaucoup plus difficile en arabe. Quand on voit le reste de la presse arabe de qualité, Ouais. effectivement, c'est l'un de ces tabous aujourd'hui, Mm. la politique saoudienne. Ah oui. Alors, tu as publié il y a un an, en décembre 2024, ce fascicule, c'est un tract Gallimard, comme on dit, qui était en pleine guerre du Liban, enfin, guerre régionale, mais en particulier celle du Liban. Et il y a une phrase une image qui m'a frappé et qui peut faire la transition, qui est, tu racontes que tu accompagnes tes enfants à l'aéroport pour aller voilà, les mettre en sécurité en France. Et sur le chemin du retour, tu te mets à pleurer. Tu le racontes. Parce que c'est ce que tu as vécu, toi, pendant la guerre civile libanaise, quand ton père a emmené sa famille se réfugier en France. Et tu te dis, mais cette répétition de l'histoire où bah, la guerre nous rattrape et on va se mettre en sécurité ailleurs, en France en l'occurrence, cette sorte de fatalité de la répétition de l'histoire, je trouve ça très frappant. Et c'est vrai qu'on a parfois ce sentiment quand on regarde l'histoire du Liban que l'histoire bégaye sans fin. Je crois que ça a réveillé beaucoup de choses, cet épisode, effectivement, et je suis encore touché d'en parler. Et je ne sais pas par quoi commencer. Je ne crois pas à la fatalité. Mm. Je ne crois pas à la fatalité ni pour le Liban, ni pour le Moyen-Orient. C'est une des grandes conversations que j'ai avec mon père ou avec d'autres personnes qui me disent: «Mais le Liban est comme ça, il a toujours été comme ça, la région a» non, c'est pas vrai. Il y a des évolutions. Je veux dire, la Grèce antique n'est pas la Grèce moderne. L'Allemagne d'il y a un siècle n'est pas l'Allemagne d'aujourd'hui. Le Japon, on pourrait prendre plein d'exemples. L'idée qu'on a une position, une situation historique et géographique
géopolitique très complexe avec Israël au sud, la Syrie, avec des communautés, oui, bien sûr, ça rend probablement euh, la situation de départ plus compliquée que pour d'autres pays dans l'objectif de faire nation, d'avoir un minimum de stabilité, de prospérité, etc. Mais ce n'est pas une raison. Il n'y a rien aujourd'hui qui empêche les Libanais de s'entendre entre eux, d'avoir un projet commun et un projet commun qui soit capable de répondre à tous ces enjeux. Mais effectivement, quand on est dans le registre de l'émotion, et je crois que la guerre, moi j'ai beaucoup plus mal vécu les effets de la guerre que la guerre en elle-même. Bon, déjà parce que j'ai eu la chance de ne pas être directement visé par les bombardements. Ça a été une guerre assez ciblée, assez localisée. Et donc les gens qui ont perdu leur maison, leur famille, auront probablement pas le même discours que moi. Mais les effets de la guerre, c'est à quel point ça radicalise les esprits, à quel point ça crée un mur, mais d'une épaisseur entre les gens. Et c'est ça un peu qui m'attriste à ce moment-là, c'est de me dire que oui, quand l'émotion prend le dessus, et je pense qu'à ce moment-là, chez tout le monde, l'émotion prend le dessus, il y a une haine totale et il y a un sentiment, oui, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'en sortira jamais. Et le tract dont tu parles, il est très pessimiste, il est très noir. Sur certains points, d'ailleurs, il a mal vieilli et heureusement, j'ai envie de dire. Et c'est aussi pour ça, quand tu me disais tout à l'heure, c'est pas d'un grand optimiste, parce que quand on est dedans, c'est très dur d'en sortir et de se dire oui, mais finalement, avec une perspective historique, si on regarde sur plusieurs siècles, non, c'est des épisodes qui restent relativement importants. Mais tu disais le Liban, c'est une idée, c'est une utopie. Et toutes ces conneries. Voilà. Mais non, non, mais il se trouve que moi, je suis allé à Beyrouth pendant la Thawra, le soulèvement qui a eu lieu après l'explosion du port, autour de la corruption, et on avait ce sentiment effectivement qu'il y avait une utopie qui était en train de se réaliser, puisque il y avait une jeunesse qui était sortie dans la rue pour dire on ne veut plus de ces affrontements communautaires. Il y avait ce village de tentes dans le centre de Beyrouth où des jeunes de communautés différentes passaient des nuits entières à parler et à échanger. Et puis, cette utopie-là, elle s'est de nouveau écroulée, elle a pas pu se poursuivre. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu y crois encore? Ça, c'est la question la plus difficile. Je sais pas, ce qui fait que j'y crois encore, c'est probablement l'Orient. Je crois que je crois plus en l'Orient qu'au Liban. Euh, je crois que c'est essentiel pour moi de continuer d'y croire. Mais je pourrais pas répondre rationnellement. Je pourrais te dire, les nations ont mis des décennies, voire des siècles à se former. Je pourrais te dire, après la chute de l'Empire ottoman, c'est quelque chose de nouveau encore chez nous, ça va prendre du temps. Peut-être que c'est un autre modèle qui devrait être créé. Mais je serais pas totalement franc avec toi si je te disais ça. Fondamentalement, je sais pas si j'y crois, Mm. mais je sais que je suis pas capable de ne plus y croire. Mm. Parce que quand on regarde sur le papier, si, mais l'accumulation de crises que vit ce pays, il y a eu évidemment l'explosion du port, il y a la crise bancaire qui fait que les gens n'ont pas pu retirer leur argent, il y a la guerre évidemment qui est toujours présente même quand elle n'est pas là. Euh, et on se dit, mais c'est une... c'est trop pour un petit pays en plus. Je parle même pas des retombées des guerres ailleurs, mais que ce soit par exemple les réfugiés syriens à un moment qui représentaient un pourcentage incroyable de la population libanaise, ou bah, le poids de l'Iran dans la vie politique libanaise. Tout ça, c'est beaucoup quand même. On a vécu un siècle en 5 ans. Vraiment, je sais que c'est une formule, etc., mais c'est vraiment comme ça qu'on l'a ressenti. Euh, Avec l'explosion au port, avec la Ouais. crise, avec le fait de voir toutes ces économies disparaître du jour au lendemain. Et le point d'orgue, le point de bascule, ça a été la guerre. Et aujourd'hui, et c'est marrant parce que là, ça rejoint et l'Orient et Ouais. le Liban. Rima est arrivée et elle se rend bien compte qu'elle arrive dans une rédaction qui est épuisée. Et qui est épuisée parce qu'elle vient de vivre ces 5 années et elle arrive avec un nouvel élan, un nouveau dynamisme et Mm. on a envie de relancer la machine. Et c'est un peu la même chose pour le Liban. Aujourd'hui, on lui demande, oui, il y a un nouveau Moyen-Orient qui est en train de se recomposer, il faut que le Liban rattrape le train, etc., etc. Mais le Liban, il arrive à peine à marcher. Comment il va rattraper le train? Et
Ouais. Ouais, Ouais, avec cette complexité aussi que, l'équation libanaise a été longtemps, paralysée ou obnubilée par la question du Hezbollah, armée, État dans l'État, armée plus puissante que l'armée nationale, heu qui est à la fois très libanais et en même temps inféodé à l'Iran dont il est la création. Hem et puis tout d'un coup, cette équation change avec, la dernière guerre et le fait que, le Hezbollah tout d'un coup n'a plus, cette toute-puissance, que son chef suprême qui était, l'équivalent de Nasser, c'est comme ça qu'en général, on le décrit dans la presse, est tué, par les bombes israéliennes. D'ailleurs, dans un bombardement d'une intensité inimaginable, Ah, on a tous cru qu'on était oui, nous-mêmes visés par ce bombardement, oui et c'était 80 bombes de 900 tonnes chacune. ta fille t'appelle pour te dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Et là, je suis incapable de lui oui. répondre. Je sais pas. Oui, oui. Mais ce changement d'équation-là, il a un effet aussi sur l'état d'esprit, du Liban. C'est que, hem, il y a une contradiction, énorme, aujourd'hui qui est qu'une partie des gens se disent: «Bah, c'est quand même Israël qui nous a libérés du poids excessif du Hezbollah». Alors, il y a eu un moment d'espoir au début d'année, parce qu'il y a un président qui a été élu, Joseph Aoun, ancien chef de l'armée, qui paraissait, en tout cas sur le papier, mieux que ce qu'on a eu, par le passé. Il y a un premier ministre qui est arrivé, Nawaf Salam, ancien président de la Cour Mmh, internationale de justice, un poste très prestigieux. On a aujourd'hui le meilleur gouvernement qu'on ait eu, pardon, depuis, mmh, des décennies. Et ce moment d'espoir, il était dur à vivre d'un point de vue, moral parce qu'effectivement, il était né, d'une guerre, affreuse et il était né, directement des bombes israéliennes. Avec le temps et moi, à ce moment-là, je me disais, «Bah, tu es totalement passé à côté, dans ton livre très pessimiste, parce que finalement, bah, heu, mmh, on a enfin le retour de l'espoir et de construire quelque chose au Liban». Et on s'est rendu compte que non, les bases sont tellement fragiles et oui, le Hezbollah est aujourd'hui, très affaibli, mais il reste le principal, sujet, de clivage, au Liban et le morcellement, le divorce même, entre les Libanais a pas du tout été réparé et tant qu'on a je vais même pas parler des autres problèmes et le Liban a 100 autres problèmes que le Hezbollah. Ça aussi, c'est une vue de l'esprit que mmh, si on règle la question du Hezbollah, le Liban va être la Suisse du Moyen-Orient. Non, on ne sera pas la Suisse du Moyen-Orient, mais je pense tout de même que c'est le principal problème et le problème prioritaire à régler. Mais tant que, un tiers au moins de la population continuera de lier sa survie à celle, de ce mouvement et c'est le cas aujourd'hui et c'est le cas aujourd'hui peut-être même encore plus mmh. qu'avant et pendant la guerre parce que, c'est perçu aujourd'hui comme, quelque chose d'existentiel pour la communauté chiite. Tant que ce sera le cas, on ne pourra pas aller de l'avant Mmh. et quelles que soient les guerres, quelles que soient les bombes israéliennes, le problème libanais, il doit être réglé par nous, entre nous et avant tout. Oui, sauf que vous êtes dans une région qui ne vous laisse pas le loisir de régler les problèmes entre vous. Et on participe à leur laisser la possibilité, de venir. Alors, eux ont une tendance, on va dire naturelle, que ce soit l'ex-régime syrien et le voisin israélien, à interférer, dans les relations d'autrui, pour être diplomatique. Ouais. Mais nous, on pourrait être beaucoup plus intelligents aussi dans notre façon de couper la porte. Je veux dire, Oman, se situe entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et au pic de la crise saoudo-iranienne, Oman arrivait à rester à l'écart. La Jordanie, est quand même un État plus ou moins artificiel, qui se trouve aussi, dans une situation géographique très compliquée, mais parce qu'il y a un minimum de consensus interne, elle parvient à se préserver, des interférences extérieures et c'est ce consensus interne qu'on n'a pas encore trouvé Ouais, et sur quoi il doit reposer? Ça doit être quoi la clé de ce consensus? C'est ça pour moi la question ouais. principale. Après, comme tu l'écris toi-même d'ailleurs, tu dis: «Le Liban avale les crises, sans jamais les digérer, mais le Liban est toujours au bord de l'implosion, mais il n'implose pas». C'est-à-dire que, effectivement, c'est le sentiment qu'on a quand on va à Beyrouth où, bah, j'y étais il y a pas si longtemps, on s'y est vu, il y a à la fois la présence du danger,
de cette guerre qui menace toujours de reprendre et qui va sans doute reprendre d'une manière ou d'une autre parce qu'elle ne s'est jamais vraiment terminée. Et en même temps, il y a cette, pulsion de vie, à Beyrouth qui est, heu, assez époustouflante quand on vient de l'extérieur, où on ne lit que des nouvelles, plutôt alarmistes et tout d'un coup on arrive et elle est faite sur les rooftops et il y a une ambiance de gens qui n'ont envie que d'une chose, c'est de revivre, au bord du gouffre, au bord de l'implosion. Qu'est-ce qui fait que le Liban n'a pas implosé? Parce que il y a toutes les raisons pour que tout ça, disparaisse dans un chaos généralisé. Or ça tient et quand on est à Beyrouth, on se dit: «Ça tient plutôt pas mal, malgré tout». Est-ce que c'est un miracle ou est-ce que c'est un mirage? Et je sais pas, j'ai envie de dire les 2. Je pourrais Ouais. prendre le parallèle avec, le réchauffement climatique. On nous annonce la fin du monde et au final, on continue de vivre et donc on se dit: «Bah, non, c'est pas la fin du monde», bah, c'est un peu la même chose, le Liban, c'est pas la fin du monde, il continue d'exister. Mmh. Oui, mais à chaque fois, à chaque crise, les conséquences sont de plus en plus lourdes jusqu'au moment où ça tiendra plus. Et oui, d'apparence, le Liban continue de vivre et il y a cette pulsion de vie, il y a ce truc, incroyable au Liban et je le vois dans le journal, je le vois avec les gens que je côtoie, on déteste le mot résilience, mais il y a une forme de résilience, oui, on n'a pas envie de et en même temps, quand on gratte un peu, on voit bien que ça a laissé, des traces très profondes. C'est un pays, aujourd'hui qui est à la fois, en état de grande dépression et en même temps, de comment dire? De pulsion de vie, à chaque moment, mais il peut passer d'une seconde à l'autre, d'un état à l'autre et c'est un peu la même chose dans son rapport à la pluralité. Comment on peut expliquer que, la pluralité au Liban est quelque chose de beaucoup plus naturel qu'ailleurs? Si vous mettez, 5-6 personnes différentes, au Liban, de communautés différentes, qui ne parlent pas la même langue et cetera, dans une pièce, il sera beaucoup plus facile pour eux, d'entretenir des relations qu'en France, par exemple, où la pluralité est quelque chose, de plus difficile, de moins naturel. Mais par contre, d'une seconde à l'autre, ils peuvent se taper dessus et le point de bascule peut être beaucoup plus violent et c'est ça qui est très difficile à saisir au Liban, c'est le passage de l'un à l'autre et quels sont les facteurs qui jouent à ce moment-là? Est-ce que c'est des facteurs identitaires, communautaires, politiques, des instincts de survie? J'ai du mal à trouver toutes les réponses. Mais tu disais, si on enlève le Hezbollah, on ne sera pas la Suisse pour autant. Et c'est vrai qu'il y a une tendance chez les Libanais à dire: «Tous nos problèmes, c'est les autres, Ouais. c'est Israël, c'est l'Iran, c'est Assad à son époque, et cetera». Hem, et c'est quoi les problèmes des Libanais qui resteraient si on enlevait les causes extérieures? Le clientélisme, le confessionnalisme, la corruption, le fait qu'il y a aussi une décadence libanaise, hein. Encore une fois, si le Liban est une idée, il y a des gens qui doivent porter cette idée. C'est un mode Mmh. de vie, c'est quelque chose Mmh. et aujourd'hui, les gens au Liban ne représentent plus ça. On a déjà eu cette conversation, tous les 2, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de comprendre le monde aujourd'hui depuis Beyrouth que depuis Paris. Parce que les grands mots, du monde actuel, le phénomène Trump, par exemple, au Liban, il est très compréhensible. C'est pas du tout, «Waouh, qu'est-ce qu'il fait?» et cetera, et cetera. Pourquoi? Parce qu'on en a des dizaines des Trump et on en a depuis des années des dizaines des Trump. L'identitarisme forcené, c'est quelque chose, qui existe. Le poids de l'argent, le fait qu'il y ait des liens incestueux entre, le monde des affaires et le monde politique, pareil et tout ça aussi, Ouais. c'est des choses qui sont, ancrées, dans le système libanais aujourd'hui. Mmh. Et il y a une chose intéressante dans ton tract, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est cette, façon de décentrer le regard, et quand on est à Beyrouth, effectivement, le regard est décentré par rapport à l'idée qu'on a du monde, quand on est à Paris et c'est vrai que, ce qui s'est passé au Moyen-Orient ces 2 dernières années, un peu plus maintenant, hem, a été un choc pour les occidentaux et tu le dis toi-même dans ton texte, c'est d'abord une défaite de l'Occident, en fait, si on tire les conséquences, au-delà des guerres et des victimes, évidentes. Mais, si on prend une approche un peu plus globale, cette idée
que l'Occident était paré de toutes les vertus, qu'il était porteur, malgré ses défauts, d'un nouvel ordre international ou d'un ordre international basé sur le droit, etc. Tout ça a volé en éclats. Sauf que nous, ici, en France, ou en Occident, on le réalise qu'à moitié. On n'en a pas véritablement la mesure. Alors que quand on est à Beyrouth, évidemment, on est de l'autre côté du miroir, malgré tout. Est-ce que toi, tu vis ça comme ça? Parce que tu es quand même encore, tu as encore un pied ici, familial, etc. Et ton éducation, ta jeunesse, etc. Mais en même temps, tu es devenu vraiment libanais. Donc, est-ce que tu le vis comme ça, ces deux côtés du miroir? Moi, ça a été une rupture très difficile parce que malgré tous les défauts de l'ordre occidental né après la Seconde Guerre mondiale et qui commençait à conquérir le monde, on va dire, après la fin de la guerre froide, c'est quelque chose auquel on pouvait se rattacher. C'est quelque chose, on pouvait se dire, il y a la possibilité d'un ordre qui soit fondé sur autre chose que sur la force. Et ça s'est complètement écroulé à mes yeux. Pas, ce qu'a fait Israël à Gaza, d'autres pays l'ont déjà fait et d'autres pays l'ont déjà fait, peut-être même, dans l'histoire récente. Mais aucun pays ne l'a fait avec l'appui des puissances qui sont elles-mêmes, soi-disant, les gardiennes, de l'ordre international. C'est ça qui fait que c'est une défaite profonde de l'Occident. C'est si vous-même vous défendez pas ces valeurs. On dit tout le temps: «Oui, mais les Arabes, non plus défendent pas ces valeurs». Mais les Arabes n'ont pas créé ce système. Mmh. Encore une fois, les Arabes ont assumé, à mon avis à tort, un système qui reposait sur la force. Et si vous voulez que l'ordre mondial repose sur le même système, mais ça aura des conséquences partout. Et ce que j'arrive pas à comprendre quand je viens ici et dans les discussions que je peux avoir, c'est j'ai l'impression que de ce côté de la Méditerranée, les gens ne comprennent pas que Gaza va être un tournant et va être un tournant y compris et peut-être même plus encore pour vous. Et quand on voit les conséquences qu'a eu cette guerre dans l'élection européenne, quand on voit que ça a été un point central dans l'élection du nouveau maire de New York, c'est un point de rupture et c'est un point de clivage très profond et très important au sein des sociétés occidentales. Notamment aussi parce qu'il ramène tout le monde à son identité. C'est un conflit qui, il y a le conflit en lui-même, entre Palestiniens et Israéliens, il y a sa dimension, géopolitique, peut-être qu'on en reparlera, et il y a aussi, tout ce qu'il transporte. C'est-à-dire, sa dimension coloniale fait que une certaine gauche va naturellement prendre le parti des Palestiniens contre les Israéliens. Sa dimension religieuse, même si ce n'est pas un conflit religieux en tant que tel, il y a une dimension religieuse qui est évidente et le conflit serait beaucoup plus simple s'il n'y avait pas cette dimension, fait que en fonction de notre religion ou de notre appartenance identitaire, on va choisir un camp et on va être complètement comment dire? Enfermé dans ce camp et on le vit. Moi, j'ai le sentiment qu'on a tous vécu ce conflit, d'une façon très intime et que ça a créé des fossés non seulement, entre l'Occident et le reste du monde, mais au sein des sociétés occidentales et dans le cas libanais et dans d'autres cas, de la région pour des questions plus politiques, au sein de ces sociétés également. Mais en même temps, une partie du discours occidental dit: «Mais regardez les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Palestiniens? Les accords d'Abraham, ils ont signé C'est vrai. sans s'occuper des Palestiniens», et cetera. Donc, on se défausse aussi d'une partie de la responsabilité sur les Arabes eux-mêmes. Mais c'est vrai que les Arabes ont instrumentalisé la cause palestinienne pendant des décennies. C'est vrai que, eux qui, prônent l'unité, tout le temps, sont dans la division complète. Il y a pas un endroit où il y a plus de division et de haine au monde que la Ligue arabe. Donc, oui, oui, c'est vrai, Mmh. mais ça excuse pas le comportement occidental. Mmh. Et encore une fois, la création de l'État d'Israël n'est pas le fait des Arabes. L'appui à l'État d'Israël et les conséquences que ça a pu avoir dans la région, bien que ça ne soit pas le seul problème de la région, mais Mmh. c'est une création qui a radicalisé toute la région. Et ça, c'est pas non plus le fait des Arabes. Il y a une responsabilité occidentale qui est historique
et qui devrait aujourd'hui être, comment dire, être prise en compte dans un moment aussi particulier. Mmh. Et comment tu expliques que, cet impact, il est allé bien au-delà, du monde arabe, et on le voit bien, par exemple, dans le cas d'un pays comme l'Afrique du Sud, avec l'évocation de l'apartheid, mais même en Amérique latine, on a vu des retombées, de cette guerre de Gaza qui étaient assez, C'est la stupéfiantes. puissance symbolique. C'est la puissance symbolique. Il n'y a aucun autre conflit dans le monde. C'est parce que c'est pas le conflit le plus stratégique au monde. Les gens parfois parlent de gaz, mais tout ça, c'est des conneries. Le conflit en lui-même, c'est surtout une terre que se disputent deux populations avec un État qui a été créé au cours du XXe siècle et qui avec plus ou moins comment dire, avec plus ou moins de violence, plus ou moins de façon plus ou moins affirmée en fonction des moments, a une volonté d'effacer l'autre peuple qui revendique cet État. L'enjeu fondamental du conflit, c'est ça. Mais c'est ce qu'il dégage, c'est la façon dont il est vécu dans les têtes de chacun qui fait son importance. Donc c'est un clivage gauche-droite, c'est un clivage civilisationnel entre un monde supposé judéo-chrétien contre un monde musulman. C'est un clivage entre les puissances impériales et les puissances non impériales. Et, et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ce conflit, on parlait tout à l'heure de l'ordre international. On n'a plus de boussole dans cet ordre international parce qu'on a globalement un Occident qui va nous dire oui, la Russie est un agresseur en Ukraine, et il a raison de le dire. Et il a raison de le dire. Mmh. Mais qui ferme les yeux sur Gaza parce que Gaza c'est compliqué, parce qu'aussi ce conflit a réveillé des mémoires très douloureuses pour l'Occident, mais qui est incompréhensible du point de vue arabe. J'avais un débat avec François Hollande où je lui avais demandé quand est-ce que les Occidentaux arrêteront de traiter Israël comme un État à part, quand est-ce qu'il sera enfin traité comme tous les autres États. Et il m'a répondu naturellement, mais Israël ne peut pas être un État comme les autres. Et il y a cette conception parce que la mémoire de la Shoah est tellement importante en Europe et c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Mais du point de vue libanais, du point de vue arabe, c'est pas notre histoire. Mmh. C'est pas notre histoire et on comprend pas pourquoi on doit directement payer les conséquences de cette histoire. Et pardon, je finis sur la question de la boussole. Ce que je voulais dire, c'est que on n'a pas aujourd'hui d'État et même de moins en moins de grands penseurs ou d'intellectuels qui arrivent à réunir des groupes entiers qui sont à la fois pro-palestinien et pro-ukrainien. Et c'est le symbole absolu parce que c'est à la fois dire euh, il faut combattre tous les impérialismes, il faut combattre toutes les violations fondamentales du droit international, donc sortir d'un discours qui est très présent à gauche, qui est que finalement le seul impérialisme, il est américain, il est occidental, et c'est faux, Mmh. et on est bien placé dans la région pour savoir que c'est faux, parce que l'impérialisme qu'on a subi ces dernières décennies, c'était surtout un impérialisme iranien, dans une moindre mesure turc ou arabe, et en même temps, comprendre que les Occidentaux ont aussi une part de responsabilité capitale dans tout ce qui se passe. Mmh, mmh. Mais si on élargit la focale, hem, c'est quoi le nouveau Moyen-Orient? On a beaucoup, et toi-même tu as écrit plusieurs articles de fond, sur, le nouveau paysage, géopolitique qui émergeait de ces 2 ans de conflit. C'est quoi le nouveau Moyen-Orient? Il est marqué par quoi? L'hégémonie israélienne, le mercantilisme américain, l'Iran qui, survit, mais qui n'a plus sa grandeur d'autrefois? Ça va vers où tout ça? Alors, d'un point de vue géopolitique, le tableau est assez clair, même s'il n'est pas complet, même s'il est encore en cours. Il est encore en cours, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tu as un État, Israël, qui a gagné, mais qui ne s'est pas gagné. Parce que pour gagner, à un moment donné, il faut faire des compromis politiques, il faut faire des concessions, il faut accepter que ta victoire ne passe pas par l'annihilation complète de l'autre, et les Israéliens ne sont pas prêts à ça. Et tu as un axe, l'axe iranien, qui a perdu, mais qui lui n'accepte pas de perdre.
et qui se dit tant que j'ai un petit soldat vivant, qui soit libanais, irakien, iranien ou autre, je ne reconnaîtrai pas ma défaite. Donc, tant qu'on est dans cette logique, la spirale, elle va continuer. Cela dit, il y a des choses qui sont déjà visibles. La première chose, c'est l'affaiblissement considérable de l'axe iranien. Donc, c'est l'axe, et je sais que c'est quelque chose qu'on voit moins depuis la France, mais c'est l'axe qui a dominé la région pendant au moins 2 décennies. C'est l'axe qui était perçu par la plupart des populations locales comme l'ennemi, comme l'oppresseur, comme l'envahisseur. Et donc l'effondrement de cet axe pour les populations de la région est une bonne nouvelle, ou en tout cas pour la majorité des populations de la région, parce que Il y a eu le cas de la Syrie, évidemment. bien sûr, l'effondrement du régime syrien est peut-être la seule bonne nouvelle et le seul moment d'espoir qu'on ait eu au Moyen-Orient depuis les printemps arabes. Donc il y a l'effondrement de cet axe. C'est un axe qui aujourd'hui est à genoux mais refuse de mourir. Deuxième dimension, il y a le début d'une forme d'hégémonie israélienne qui est sans précédent dans l'histoire de la région. Donc on a un État aujourd'hui qui peut bombarder Bagdad, Damas, Beyrouth, Doha, Sanaa en quelques semaines, en l'espace de quelques semaines, sans que cela ne lui coûte rien, sans à aucun moment se mettre en danger. La somme de tous ses ennemis ne suffirait pas à le mettre en danger, tellement qu'il est surpuissant d'un point de vue militaire et sécuritaire, notamment grâce à l'aide américaine. On n'est pas pour autant dans une hégémonie totale, parce qu'elle est militaire et pas politique. Israël n'a pas de projet politique à offrir aux pays de la région. Il n'a pas de volonté. Il se voit plus comme une forteresse assiégée qui agrandit son territoire que comme un nouvel empire. Sparte. C'est ça. Netanyahou a fait la comparaison. Lui-même l'assume. Oui. La troisième dimension, c'est que des pays arabes qui eux-mêmes, tu l'as dit tout à l'heure avec les accords d'Abraham, qui eux-mêmes étaient prêts à mettre la question palestinienne de côté et à faire la paix avec Israël, et je pense en particulier l'Arabie Saoudite, aujourd'hui c'est impossible. Aujourd'hui c'est impossible. Donc les pays arabes aujourd'hui, en particulier les pays du Golfe, perçoivent Israël comme la principale menace à la déstabilisation de la région. Et ça aussi, c'est une évolution géopolitique majeure. Et la quatrième, et là, elle n'est pas liée directement au 7 octobre, c'est la transformation de l'Arabie Saoudite. Alors, on ne sait pas où ça va aller, mais il y a une transformation complète. Et la fin du wahhabisme politique est aussi l'une des évolutions les plus importantes dans l'histoire contemporaine de la région. Ce que tu dis sur l'Arabie Saoudite est absolument clé, parce qu'on voit bien que c'est devenu aujourd'hui le pays le plus important du monde sunnite, clairement. Avec des débuts catastrophiques pour MBS, on se souvient de sa guerre au Yémen, du blocus du Qatar, de l'épisode avec Saad Hariri qui avait été kidnappé, donc, qui était Premier ministre libanais, kidnappé en Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs Macron qui l'avait fait libérer. Enfin, une période qui était... et puis évidemment la mort de Jamal Khashoggi. Et tout d'un coup... le virage qu'a pris MBS en Arabie Saoudite, à la fois sur le plan du développement du pays, la transformation sociale, sans rien changer quand même au système politique qui reste féodal et archaïque. Mais il est en train de transformer l'Arabie Saoudite en une puissance incroyable. Et on le voit dans ses relations avec Trump. Quand il annonce 1000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, ça lui donne un poids colossal dont on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et toi, tu nous dis, c'est la puissance de demain. Moi, je dis c'est une révolution. C'est une révolution par le haut. Est-ce que c'est une bonne révolution, une mauvaise révolution? Ça dépend. C'est-à-dire que l'Arabie aujourd'hui est plus autoritaire qu'elle ne l'était avant. Le pouvoir est beaucoup plus concentré dans les mains du prince qu'il ne l'était auparavant. L'Arabie est plus nationaliste qu'elle ne l'était auparavant. Elle a été au début de sa prise de pouvoir plus interventionniste, donc notamment au Yémen,
et vis-à-vis du Qatar au moment où il y a eu le blocus contre le Qatar. Maintenant, il est revenu à une position plus traditionnelle, plus modérée. Les voix d'opposition en Arabie Saoudite sont encore plus opprimées qu'elles ne pouvaient l'être avant la prise de pouvoir de MBS. Donc il y a aussi des zones d'ombre importantes. Et la principale zone d'ombre, c'est le projet économique. C'est-à-dire que si MBS ne réussit pas son pari sur l'après-pétrole, sur la transition d'un système économique qui repose essentiellement sur le pétrole à un système économique qui repose sur d'autres choses, notamment l'IA. Hein, L'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de construire des data centers par milliers. S'il ne réussit pas ça, là, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais en attendant, il est clair qu'il est en train de mener une révolution sociale, sociétale. Les femmes aujourd'hui ont le droit de faire beaucoup plus de choses qu'elles ne pouvaient le faire auparavant. Il y a des concerts en Arabie Saoudite. Il y a probablement l'alcool qui, à un moment donné, sera disponible. Donc ça, c'est quand même un changement d'un point de vue historique qui est très important. Mmh. J'aimerais juste revenir, si tu le veux bien, sur la question du nouveau Moyen-Orient, parce qu'il y a la dimension géopolitique et il y a la dimension beaucoup plus politique et sociétale. Mmh. Et là, c'est là, à mon avis, que le bas blesse et qu'il est beaucoup plus difficile de dresser un tableau et encore plus de dresser un tableau optimiste. Alors, je sais qu'on est à un moment où Trump parle de paix, la paix par les dollars et qu'on considère qu'on peut acheter la paix quelque part. On va faire la Riviera à Gaza, on va réconcilier les Saoudiens, enfin les pays arabes avec Israël. Mais la réalité dans le terrain, elle n'est pas celle-là. La réalité, c'est que Gaza, c'est un cimetière à ciel ouvert. C'est qu'on a créé des générations entières qui vont être traumatisées, qui ont un feu dans leur tête. Et ce feu, à un moment donné, il aura des répercussions sur Israël, sur la région, peut-être même sur l'Occident. La réalité, c'est qu'en Cisjordanie, on grappille de plus en plus de territoires et que les Palestiniens n'ont aucun avenir, que la possibilité d'une solution à deux États a été complètement enterrée par la réalité des faits. La réalité, outre la puissance israélienne dominante qui occupe le Liban actuellement, qui occupe la Syrie, sur les scènes internes de ces pays-là, c'est des sociétés en morceaux, c'est des sociétés totalement fracturées. Euh, et, et ça pose une question fondamentale pour la création du nouveau Moyen-Orient. Je dirais il y a trois composantes qui seraient nécessaires à la création d'un nouveau Moyen-Orient. Il y a une composante qui est géopolitique, c'est-à-dire un ordre géopolitique régional qui repose sur un minimum d'équilibre et de justice, ce qui suppose nécessairement à un moment donné ou à un autre la création d'un État palestinien ou le règlement du problème palestinien, mais le règlement juste du problème palestinien, pas un écrasement de cette population. Il y a une dimension qui est économique. C'est une région, là aussi, qui repose essentiellement sur les ressources des pays du Golfe et qui doit trouver un système économique pardon, Viable. viable, oui, Ouais. qui permettent une meilleure répartition des richesses, parce que c'est aussi une des régions du monde où Égalité. les inégalités sont les plus importantes, et ça aussi, ça a des conséquences. Et la troisième, et celle à laquelle je suis moi le plus attaché, c'est une région qui doit trouver, et ça fait un peu la boucle avec ce que je te disais sur l'Orient et le Liban, un nouveau système politique. C'est-à-dire que ça fait un siècle, ça fait depuis l'effondrement de l'Empire ottoman, qu'on n'a pas réussi à trouver un système politique dans la région qui, à la fois, inclut ces différentes composantes, ne soit pas autoritaire, ne soit pas le règne des minorités, le communautarisme à l'excès à la mode libanaise, ou la répression de la majorité contre les minorités, ce qu'on a vu très longtemps en Irak et ce qu'on craint aujourd'hui en Syrie. Et ça, aujourd'hui, personne n'a trouvé la clé. Ni Israël, ni le Liban, ni la Syrie, ni l'Irak. Et le nouveau Moyen-Orient,
à mon avis, Ouais, passera nécessairement par là. ouais. C'est-à-dire que sur les 3 points que tu décris, il y en a aucun qui évolue positivement d'une certaine manière. Ce qui voudrait dire que derrière le mirage d'une nouvelle région qui émergerait de la tragédie qu'on vient de subir, hem, il n'y a pas il y a pas grand-chose il y a pas les fondations, disons, d'un nouvel ordre plus juste et plus, Bien sûr. satisfaisant. Le point géopolitique est le plus facile parce que on est dans un monde où, la force s'impose Oui, partout, donc on va se dire: «Bah, la nouvelle géopolitique, la surpuissance, israélienne qui impose ses règles, aux autres États et les pays arabes aujourd'hui, ne peuvent pas faire la paix, mais ils finiront par la faire». C'est ouais. probablement le Mmh. pari de l'administration Trump et peut-être que ce pari, il aboutira, mais même s'il Mmh. aboutit, on n'aura pas réglé les problèmes fondamentaux. Mmh. Ça me fait penser à Samir Kassir, qui est un grand journaliste, libanais qui a été assassiné par le régime syrien, il y a une vingtaine d'années maintenant, et qui avait écrit un livre sur le malheur arabe. Cette expression que je crois tu reprends, dans ton livre, dans ton tract Gallimard. C'est quoi l'analyse du malheur arabe aujourd'hui au milieu des années 2020? Bah, là, je vais m'inscrire dans la pure, tradition, assyrienne, de Samir Assir. Le mal arabe, c'est eux et c'est nous. C'est eux, parce que, le monde arabe, est encore, le théâtre, d'une lutte entre les puissances étrangères. C'est eux parce que la création d'Israël, a provoqué, un choc pour la région et ce choc, il n'a toujours pas été digéré et probablement le 7 octobre et les suites du 7 octobre, on est au pic, de ce choc et très souvent, je me pose la question, à quoi aurait ressemblé la région, si Israël n'avait pas été créé? Est-ce que les pays arabes auraient passé leur temps à se faire, la guerre? Est-ce que finalement la présence du conflit israélo-palestinien a gelé d'autres types de conflits? Et en même temps, est-ce que, il y aurait eu, autant de radicalisation dans les esprits? La création d'Israël a aussi été un fuel, pour l'islamisme, pour les régimes autoritaires, pour une vision identitaire, beaucoup plus restreinte, qu'elle ne le pouvait l'être, par le passé. Hem, Pardon, je suis perdu dans ta question de départ, c'était? Non, c'était, sur Ah oui, nos malheurs, pardon. oui, Donc sur le donc ce que je te disais, il y a eux, Syrie. et il y a eux, et donc Oui, eux, c'est essentiellement ça et il y a nous et il y a nous, c'est notre incapacité, oui. incapacité à faire nation et incapacité à faire, région, Mmh. si on peut le dire comme ça et là aussi, tu pourrais me répondre, «Oui, les Européens ont mis des siècles à faire nation et des millénaires à faire, Et il n'y arrive toujours pas. région» et ils ont réussi, Ouais. parce qu'il y a quand même eu la Mmh. paix en Europe pendant 7 décennies et c'est un miracle. Ouais. Mais nous, on est très loin de ça. Il y a eu en fait, quand tu me disais, cet ordre qui s'est effondré, il y a eu une parenthèse enchantée. Il y a eu un moment où on a pu croire que cet ordre, qui a fonctionné, en Europe, qui a fonctionné, dans d'autres États, allait pouvoir s'imposer, au reste du monde. Mais nous, de notre point de vue, on a toujours été, les enfants pauvres de cet ordre. La Palestine a toujours été le non-dit de l'ordre libéral. On parlait de justice et de droit international partout, sauf au Moyen-Orient, et sauf sur la Palestine. Et d'ailleurs, cet ordre, quelque part, heu, il est il est mort, à mon avis, à 3 reprises, ou en tout cas, les coups les plus importants Mmh. qu'il a pris ces dernières décennies à 3 reprises, c'était au Moyen-Orient. Une première fois en Irak, Mmh. avec, l'agression américaine et l'agression américaine, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Illégal, Illégale au regard du droit et international. quel que soit ce qu'on peut penser du régime de Saddam, qui était un régime, affreux et détestable. Mais l'agression américaine, c'était un message adressé au reste du monde: «Si je suis le plus fort, je peux faire ce que je veux». Tout le monde a très bien compris le message. Le deuxième point de bascule, ça a été
la non-intervention de Barack Obama en Syrie en 2013, 13, ouais. quand le régime utilise Certifié. les armes chimiques alors qu'il avait désigné ça comme une ligne rouge. Ouais. Là, le message qui a été très bien compris partout dans le monde et en particulier dans la région, c'est vous pouvez tuer vos propres populations par tous les moyens tant que vous n'utilisez pas l'arme chimique. Bon, très bien, continuons comme ça. Et le troisième, finalement le dernier clou dans le cercueil de l'ordre international, ça a été Gaza. Mmh. Dans ton tract, tu dis quand même que tu ne souhaites pas la disparition d'Israël. Tu considères qu'Israël fait partie du paysage régional et et qu'il faut faire avec. C'est une vision qui est pas forcément, partagée par tout le monde. Oui, c'est une vision qui ne me vaut pas que des amitiés dans la région. Là, aujourd'hui, tu vas peut-être considérer que j'ai un discours anti-israélien. Euh, pour d'autres personnes, au contraire, et c'est un sujet sur lequel on n'a jamais le bon discours. On est toujours Mmh. soit trop pro, soit pas assez. Moi, j'essaie d'être le plus, comment dire, le plus cohérent possible avec mes idées et mes idéaux et avec les limites que ça comporte. Mais on répare pas une injustice. Et oui, la création de l'État d'Israël a été une injustice. Elle a été une injustice pour les Palestiniens. Elle a été perçue comme une injustice pour les pays arabes, même si elle répondait à une histoire et que je comprends très bien du point de vue du peuple juif. On répare pas une injustice par une autre injustice et je pense que c'est pas du tout la bonne solution et encore pire, ça alimente un discours, violent, terrible. Moi, quand j'ai vu des gens célébrer le 7 octobre, mais j'étais en rage et j'étais en rage, pas seulement pour une question morale dans le sens où, ils sont en train de célébrer quelque chose qui est ignominieux, pas seulement pour ça, mais parce qu'il était évident dès le 7 octobre que les principales victimes du 7 octobre allaient être les Palestiniens. Il était évident que Gaza allait être rasée, il était évident que ça allait allumer un feu dans toute la région. Et cette logique toujours de, oui, on en finira un jour avec Israël, la lutte, cette lutte à tout prix, cette lutte, on a je ne veux pas faire le jeu de la propagande israélienne en disant ça. J'essaie juste d'être honnête. Quand on entend un dirigeant du Hamas dire oui, bon, il y a quelques dizaines de milliers de martyrs, on aurait pu en avoir 1 million. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est pas pour autant que la cause palestinienne n'est pas juste. Elle est profondément juste. Mmh. Mais tous ceux qui la défendent ne sont pas pour autant des gens qui ont des bonnes intentions à l'égard des Palestiniens. On ne corrige pas une injustice par une autre injustice. Je pense que ça te résume, Anthony. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre.